Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. À votre émission cette semaine, on revient sur le 5e Gala Reconnaissance Desjardins de la MRC du Rocher-Percé, la revue de presse avec M. Marc Bert, lancement du premier album de M. Jean-Luc Bugeaud, une entrevue avec M. Bertrand Hanel et Mme Sophie Trépanier et Maude Trépanier, on parle d'agroforesterie, et la capsule divertissement avec Mme Jocelyne Côté. Eh bien, mesdames, messieurs, c'était le 3 novembre dernier, samedi dernier, que se déroulait à la base plein air Bellefeuille à Pabeaumille le Gala Reconnaissance Desjardins 2012 de la MRC du Rocher-Percé. Plusieurs dignitaires, représentants d'entreprises et représentants d'organismes étaient présents sur les lieux. Et M. Louis Leboutillier, animateur de la soirée, a décidé de réaliser quelques entrevues un peu avant le gala, directement sur le tapis rouge à la base plein air Bellefeuille. Je vous invite à regarder ces entrevues. Je suis en compagnie de M. le député. Bonsoir, M. le député. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. Puis, comment est-ce qu'on se sent après tout ça, là, le stress a passé, on tombe à l'ouvrage? On est en train de réaliser qu'on a une chance extraordinaire en tant que député de siéger à l'Assemblée nationale. C'est formidable. On a un personnel dévoué là-bas, d'un grand professionnalisme, des gens qui sont vraiment dédiés à nous accommoder, à nous permettre de bien intégrer nos tâches. Un petit mot pour le gala? Écoutez, un gala de cette nature-là, c'est très important pour redynamiser et je dirais soutenir la confiance que nous avons envers les entrepreneurs. Nouvelle entreprise, toute une belle gang avec toi. Combien d'employés présentement? 9 employés ici présents. Toi, tu pensais pas de te retrouver là aussi vite que ça, là? Non, effectivement, c'est certain que c'était un beau tremplin. Là. On était là pour... moi, je remercie la région d'avoir cru aux technologies de l'information. Moi, récemment, depuis le mois de juin, là, j'ai joint Jolifiche au niveau du privé. On est très heureux dans le domaine de la programmation. Téléphone intelligent. On fait des dossiers autant pour la presse, TVA, Cirque du Soleil, Art TV. Beaucoup de projets sur la table. Beaucoup de projets sur la table avec une équipe dynamique, jeune, des gens qui ont déménagé en région. On est très heureux d'être ici. Entreprise? CF Décoration. À Grande-Rivière. Serge, en nomination ce soir? Non, participant. Participant pour le gala. Un petit mot pour le gala? Bien, je suis sûr que ça va être une très belle soirée. Puis c'est important que les commerces, les gens des commerces des environs participent aux événements de la Chambre des commerces. Ça va bien? Marie-Éline Tremblay. Faut pas que je me trompe, j'ai tellement de noms dans la tête ce soir. Marie-Lise, bravo pour... toi, tu vas être les voix ce soir qu'on va entendre sur l'écran. Fallait pas que tu le dises. Fallait pas que je le dise? Non. Mais ça va juste être vu à la télévision la semaine prochaine. C'était censé être anonyme, l'anonymat pour moi. Mais je voulais dire que tu avais une très belle voix. Toi, tu es au CLD. Tu fais quoi exactement? Donc, je suis agente de développement au niveau culturel, en fait. Donc, agente de développement culturel. Un petit mot pour le gala? Écoutez, j'ai hâte de voir les surprises que le gala va nous réserver, les nominés et surtout les gagnants donc, de chacune des catégories. Michel Arcan, Desjardins. Enchanté, on savait qui c'était, mais il faudra aller le voir. Merci d'être là ce soir. D'abord, je voudrais vous remercier, Desjardins, pour ce gala, d'avoir donné ces 8 000 $ que Desjardins a donné au gala. C'est-tu ça? Ah, il ne savait pas le chiffre. Il y en a 4 000 pour moi, puis 4 000 pour... Mais blague à part... oui, il n'y a pas de trouble avec ça. Un petit mot pour le gala? Bien, d'ailleurs, je vais en faire un tantôt, mais en résumé, je pense que le gala, c'est un événement extrêmement important pour les entrepreneurs de la région. Il faut garder notre chambre en santé. C'est un événement aussi qui sert à ramasser des fonds pour la chambre. Une chambre dans une région, je pense que c'est un moteur économique important. La région de Chandler, en particulier, a besoin d'un essor. Fait qu'une chambre, dans ce sens-là, doit être toujours vivante et active. Un petit mot pour le gala, Diane? Moi, là, je suis excessivement contente d'être ici à soir, d'autant plus que pour moi, là, les commerçants de la place, c'est vraiment eux qui font vivre la MRC. Ça fait que la soirée est en leur honneur. Puis je les remercie pour tout le travail qu'ils font pour les gens de la MRC. Ça fait combien de temps, toi, tu es chez Jim Export? Là? Ça fait 1 an aujourd'hui. Puis j'ai travaillé avec l'équipe pour notre mise en candidature. On est en nomination, on est content. Puis on est en nomination contre, entre autres, le Technocentre. Alors, il va y avoir du... Fait que là, mais tu te couches à soir, si tu gagnes, t'as le gros bout du bâton. On est prêt pour le petit discours, mais toutes les entreprises ont des belles candidatures. Michel, combien d'années BMR? Oui, ça fait exactement, mon Dieu, depuis 67. On ne sait plus les compter, 45 ans. 45 ans. En 67, t'as pas dû être vieux, Michel? Non, c'est pas lui en 67. C'est Louis. Ça, c'est Loïc. Bonsoir, Loïc. Loïc, dis-moi... Tu parles en direct, là. Là, t'es à la télévision.
Ah oui? En plus, Ouais. tu es en nomination ce soir, BME est en nomination. Es-tu content? Ouais, mais c'est pas moi qui reviens le crédit, par contre. Non, mais tu as quand même mis l'épaule à la roue Ouais. pendant une couple d'années. Ouais, les années, Puis hein. le BMR d'aujourd'hui, on sait que c'est le BMR Loïc Cauvier. C'est ça. Ben, c'est bon que tu le rappelles. Eh bien, un grand merci à M. Louis Le Boutillier, animateur de la soirée, d'avoir accepté cette collaboration avec TVCGR pour aller chercher un peu le pouls des gens qui étaient en nomination et des dignitaires qui étaient directement sur place sur le tapis rouge du 5e Gala Reconnaissance Desjardins, et je le rappelle, qui avait lieu à la base plein air de Bellefeuille. Alors, félicitations à toute l'équipe de la MRC, et voilà encore une fois une superbe de belle occasion de souligner l'excellent travail des acteurs très importants du développement de notre MRC, que ce soit les entreprises, que ce soit les organismes ou les différents dignitaires à qui nous avons rendu hommage durant ce gala. Alors, rendez-vous l'année prochaine pour un 6e gala reconnaissance de la Chambre de commerce du Rocher-Percé. Alors, maintenant, nous allons regarder ensemble les différents gagnants pour chacune des catégories. J'imagine que vous, à la maison, vous êtes très intéressés à savoir qui a remporté la palme dans chacune des catégories. Alors, en ce qui concerne l'organisme à but non lucratif de l'année, bien, c'est le Technocentre qui a gagné. Jeune entreprise Jollyfish, dans la catégorie La Relève, le motel Fraiseur. Dans la catégorie Industrie de fabrication, de transformation et d'innovation, Saussure Jones. Industrie touristique de l'année, la vieille usine de l'Anse-à-Beaufils. Service à la clientèle, c'est Céramique de choix qui a gagné. Professionnel et entreprise de services, Golf Performance Plus a remporté la palme. En ce qui concerne maintenant le commerce de détail, c'est les pneus Clermont. Et puis, en ce qui concerne aussi le prix de la ruralité, mise en valeur et embellissement de la communauté, c'est Patro Jeunesse La Mutinerie qui a remporté le prix. Pour ce qui est de l'entreprise s'étant démarquée à l'extérieur de la région, c'est le fumoir M. Émile qui a remporté la palme. Dans la catégorie maintenant Entreprise de l'année, c'est le Technocentre qui a gagné. Hommage aux bâtisseurs, eh bien, on a rendu hommage à M. Jean-Paul Leblanc, très bien connu chez Gaspo à Chandler. Et dans la catégorie Prix du public, c'est le comité de mise en valeur du lac Vachon qui a gagné. On a aussi rendu hommage à certaines entreprises et certains individus qui sont vraiment démarqués dans la MRC du Rocher-Percé. Pour ce qui est de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, c'est M. Guy Rousseau, à qui on a rendu un hommage particulier. En ce qui concerne la ville de Chandler, on a honoré l'entreprise Rona Maurice Goupille Limitée. Pour ce qui est de la ville de Grande-Rivière, on a rendu un honneur à Mme Marie-Paul Fournier. Municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé, on a choisi d'honorer l'entreprise Déguste-Mer. Et en terminant plutôt, la ville de Percé a choisi d'honorer Mme Noéline Boudreau. Encore une fois, félicitations à toute l'équipe de la MRC du Rocher-Percé. Eh bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la revue de presse, toujours en notre compagnie, notre collaborateur, M. Marc Bert. Et cette semaine, dans notre revue de presse, nous allons parler du concombre de mer, du développement durable et du fameux four à pain de Val d'Espoir qui, je crois, va bientôt être en opération. Du moins, c'est ce que Marc va vous donner comme information ce matin. Alors, bonsoir Marc. Bonsoir Mirko, ça va bien? Ça va? Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. On va bien tous les deux, c'est bien ça, Ouais. pour le début de semaine. Là. D'ailleurs, peut-être un petit peu avant de commencer, Oui. j'ai oublié de préciser la semaine dernière, lors de ma première chronique, en fait, je voulais m'excuser pour mon petit accent français auprès des téléspectateurs. Ah, il n'y a pas d'excuses là-dessus. Pas d'excuses. Moi, je trouve ça cute, un petit accent. Voilà. Ça donne un style à l'émission. Donc, en ce qui concerne le concombre de mer, on débute avec ça. Et Oui. je crois même que tu as même un petit topo à nous donner là-dessus. Oui. Effectivement, en fait, à Cloridorme, il y a le ministre député de Gaspé, Gaëtan Lelièvre, qui est venu annoncer une aide financière pour les poissonneries, l'entreprise gaspésienne Poissonnerie de Cloridorme, de 363 000 et quelques dollars pour transformer le concombre de mer. Alors, je ne sais pas si tu as déjà goûté ou tu connais le concombre de mer un peu. Ça a déjà été apprêté un peu à l'école des pêches ici à Grande-Rivière, mais je crois que ça a beaucoup de potentiel. Il y en a beaucoup dans la mer et puis c'est pas exploité du tout dans la région. Effectivement. Alors, j'ai été fouiller un petit peu sur des forums où il y a des expatriés en Chine
qui donnent un peu leur avis sur cette... Parce qu'en fait, une grande partie de ce qui est transformé s'en va aussi beaucoup pour les pays asiatiques, parce que c'est eux vraiment les plus gros consommateurs. Ils sont friands. Ouais. Et apparemment, bon, ça a un petit peu de goût quand même, ça goûte un peu l'eau de mer, mais vous allez voir un peu quelques images dans le topo où Josette Dupuis de Télésourire à Petite-Vallée a été filmée à l'usine un peu pour nous montrer à quoi ça ressemblait le concombre de mer. Alors, on regarde ça? Parfait, on regarde ça ensemble. Ça, c'est les premières annonces au niveau des pêches. Parce que depuis que je suis élu, je suis content de la faire avec Florida. Je pense que c'est un milieu qui a besoin d'être relancé au niveau économique. Puis c'est sûrement un bon choix de l'appareil gouvernemental d'avoir choisi ce projet-là pour l'annoncer aujourd'hui. L'annonce, finalement, bon, c'est un projet pilote au niveau de la transformation du concombre de mer. Il y a 2 annonces qui se font ce matin. Il y en a une au niveau du MAPAC, du ministère de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation, pour un montant de 237 447. Donc, ça va permettre à l'usine de pouvoir expérimenter ce nouveau produit-là. Fait que le gouvernement du Québec et par l'entremise du MAPAC encourage beaucoup la diversification, le développement de nouveaux produits. Puis c'est vraiment ce que la famille Denis a donné comme exemple, c'est vraiment d'être novateur. Puis on est fiers de les accompagner pour un aide de 237 000 au niveau du MAPAC. Puis en plus de ça, il y a aussi au niveau de la main-d'œuvre un aide au niveau d'Emploi Québec de 126 266. Fait que tout ça, ça fait un aide à peu près 363 000. Donc, on annonce la saison de 8 semaines, en plus de possiblement aller sur une base plus récurrente, annuelle, si le projet pilote est concluant. Bien, merci beaucoup à Josette de nous avoir très gentiment partagé ces images avec nous. Et comme tu as pu le voir, en fait, c'est un animal, effectivement, qui a un physique assez particulier. On ne sait pas où est la tête, on ne sait pas où est la fin. Oui. Mais c'est un, comment on appelle ça, un aspect aussi au niveau de la dégustation, apparemment, qui est assez particulier. Et les Chinois en sont aussi particulièrement friands parce que ça a la peau, quand elle est fumée, aphrodisiaque. Donc, et comme les Asiatiques sont assez friands de ce genre d'aliments, et ben voilà pourquoi aussi c'est envoyé là-bas. Est-ce que ça a des valeurs nutritives intéressantes ou est-ce qu'on en parle? Oui, c'est très bon pour la santé, oui? comme beaucoup. Oui, l'alimentation en général de ce genre de produits de mer, c'est assez riche en oméga 3 et compagnie. Bon. Donc voilà pour le concombre de mer. Voilà quelque chose qui a du potentiel et qui est... Et si je comprends bien, c'est exploité dans le nord de la Gaspésie, c'est ça? Oui, à Cloridorme. Donc, ce sont différents pêcheurs. Je pense que c'est un pêcheur en particulier qui va amener ces cargaisons de concombre de mer à l'usine à Cloridorme et qui va justement, lui... l'usine elle-même va ensuite transformer. Il y a une petite équipe et là, c'est en phase vraiment, comme vous l'avez vu dans le reportage, d'essai. D'accord. Puis, ça va être amené à justement être... ce qui va permettre aussi à des travailleurs de rallonger leur période de travail au niveau estival. Bon, c'est très bien, très intéressant. Maintenant, nous allons discuter de développement durable. Ce qui m'amène un petit peu, vous voyez, ça, ce genre de projet qui émane dans des villages, des villes et des villages comme ça en Gaspésie, où on essaie justement de développer un peu l'économie. Et puis on parle beaucoup en ce moment de... Je vais te dire la vérité, Mirko, je n'arrivais pas à trouver de sujet vraiment dans ma revue de presse pour essayer de... rien qui me titillait le cerveau pour échanger cette semaine. Mais en reculant de plusieurs journaux en arrière, j'ai remarqué qu'il y avait un sujet, en tout cas différents sujets qui étaient assez redondants, qui revenaient à chaque semaine. Et c'était des entreprises justement où on parle beaucoup comme le pétrole à Gaspé, on parle de l'alumine à Grande-Vallée, on parle de la cimenterie à Port-Daniel. Il y a différents sujets qui reviennent, qui amènent un débat pour, contre, qui sont assez intéressants d'ailleurs. Et ces entreprises commencent à employer des termes un petit peu comme durabilité, tout ça. Et en fait, j'aimerais juste, avant qu'on continue sur le sujet, j'ai une petite vidéo qui nous donne en 30 secondes ce que c'est qu'exactement une définition du développement durable, puis on va continuer là-dessus. D'accord. C'est quoi? 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 Le développement durable, je crois que c'est important. On souligne souvent qu'il y a 3 piliers, le pilier économique, le pilier social ou sociétal et le pilier environnemental.
faut bien voir que c'est quand même, ce qui est nouveau, c'est quand même le pilier environnemental qui prend une place. Et moi, je dirais qu'au-delà de ces 3 piliers, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est l'échelle de temps. C'est la capacité de penser loin, d'avoir des visions lointaines et des visions partagées. C'est là qu'on retrouve aussi le sociétal, c'est-à-dire de se mettre d'accord pour dire on va vers tel endroit. Et je crois que la crise actuelle montre bien que c'est cette échéance du long terme qui doit revenir un petit peu dans nos décisions, dans nos échanges, c'est-à-dire pour que ce soit durable, c'est que ce soit souhaitable collectivement et à long terme. Pour moi, c'est le développement durable. Donc, comme tu peux le voir, en fait, si on prend la définition qu'on a là du développement durable, ça ne colle pas toujours à 100% avec, en général, les industriels qui viendraient venir pour faire une forme d'exploitation des ressources. Et donc, ce n'est pas un élément qui, comment on pourrait dire ça, qui colle avec la définition de développement durable avec l'économie en tant que telle. Et ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, j'ai parlé du four à pain, mais Gérald Larose, qui était venu nous donner une petite formation sur les fours à pain, avait écrit un article très intéressant qui s'appelait « Pour une transition écologique de l'économie ». Et en ce moment, on essaye beaucoup de viser justement une économie qui est tournée vers le développement durable. Et c'est assez difficile parce que on peut le voir avec l'historique même en Gaspésie ici. Quand on est un village ou une ville qui est un peu en forme de respiration artificielle parce que les services ferment, on a de moins en moins de population, ce qu'on fait, c'est qu'on ramasse les miettes aussi au niveau, dès qu'on a la possibilité. Et ça, les industriels l'ont assez bien compris aussi. Et effectivement, ça rebooste l'économie, mais pour un temps assez court. Et en général, quand l'exploitation est terminée et qu'il y a un retrait de ces compagnies-là, il y a un déclin à nouveau qui se fait. Donc Gérald Larose, je pense que c'était lors d'un événement qui c'était le Rendez-vous solidaire 2012, il avait mis, je vais juste vous prendre quelques lignes où il faisait prendre conscience aux gens qu'on traversait présentement une période charnière, c'est-à-dire que l'économie était vraiment basée sur la financiarisation de l'économie et c'était vraiment une recherche obsessive du profit. Donc, ce qui fait qu'à court terme, c'était aussi les pressions qu'avaient les industriels avec les actionnaires. À court terme, ça ne marche pas, ça ne colle pas. Et donc, c'est un danger même pour les villes et les villages dans les régions éloignées comme ça. Donc, il proposait une forme de créer ce qu'on appelle, ça se fait déjà, et on n'a pas d'exemple au Québec, mais il y en a déjà en Europe et même en Afrique du Nord, des villages qu'on appelle durables. Ici, on a des villages relais, on crée des services pour recevoir les gens, mais là-bas, il y a des villages durables. Donc où l'économie est vraiment basée sur une certaine forme d'autosuffisance. Et là, je ne vais pas forcément vous parler d'éco-hameaux, d'éco-villages, parce que c'est une forme particulière, ça existe déjà, mais on peut le pratiquer déjà au niveau de localité. Et plus le village est petit, effectivement, plus c'est facile. Donc en fait, l'idée de pouvoir développer un village durable serait, en fait, le village lui-même serait moins dépendant. Déjà dépendant, puis dès qu'il y aurait une crise, des fluctuations au niveau mondialisation, et ben le village lui-même continuerait à glisser dans sa lancée. Dans le fond, diversifier l'économie au maximum pour se retrouver un peu comme le modèle de Murdochville, oui, avec la mine. Lorsque ça a fermé, ça a comme mis sur pause le développement pendant quelques années, où on parle de la Gaspésie de Chenard, qui peut être un bel exemple aussi. Effectivement. Et ce que Gérald Larose apportait, c'était qu'il veut encourager les municipalités à réfléchir à chaque projet pour même encourager les projets. Parce qu'un exemple simple, c'est que dans un village, n'importe quelle ville ou village, on va tous avoir toujours le même besoin, c'est de manger, par exemple. Donc si, dès qu'on avait des possibilités de créer des projets, qu'un village puisse avoir ces projets pour pouvoir développer une forme d'autosuffisance alimentaire au niveau local, il disait que on changerait déjà complètement la forme d'économie locale qu'on apporterait. Donc ça, c'est un exemple, mais après il y a nos ressources, nos énergies, donc tout ça, si on suit toujours une forme, et comme on l'avait vu dans la définition, une durabilité, c'est pas 5 ans, 10 ans, on parle même en termes de génération, hein. C'est vraiment, plus on pousse loin, plus on s'assure de stabiliser un peu, puis ça serait peut-être quelque chose d'intéressant, puis j'inviterais même les gens qui voudraient en savoir plus à aller voir, il y a un organisme qui s'appelle villagedurable.org, où on peut aller voir, je crois que c'était des exemples qui ont été montés en Afrique du Nord et en Europe, des villages qui partent avec cette
philosophie-là. Ouais. Donc, c'était assez intéressant. Et ça m'amène un peu avec mon sujet de fin, où justement, qui se lie un peu à Gérald Larose et au village de Val d'Espoir. Moi, je suis résident depuis peu à Val d'Espoir. Mais ce que j'observe un peu, c'est que les décisions aussi et les projets communautaires qui émanent de ces villages-là et ce que les gens veulent, ça se tourne un peu dans ce sens-là, indirectement, où on essaie de garder l'école ouverte, on veut garder les services ouverts. Alors, toujours, mais là, il n'y a aucun lien. Alors, il n'y a pas d'éoliennes, il n'y a pas de ressources minières exploitées, pas de... Donc, le village essaie de trouver, d'amener des jeunes familles à s'installer en créant le projet Renaissance, par exemple. Il y a cette histoire du café culturel. Le but n'est pas de faire de profit, mais de rassembler la communauté, et dont le four à pain, que tu as été couvrir lorsqu'on a été mettre les premières briques. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, je me souviens bien. Et le four à pain est en phase finale. Il y a comment ça s'appelle, Stéphane Reil, qui gère un peu qui a géré la fin des travaux, ils ont commencé à faire un feu dedans progressif pour commencer à l'habituer à prendre sa forme expansion au niveau de la chaleur. Donc c'est traumatiser le four en fin de compte. Effectivement. Alors les gens qui nous parlent peuvent voir des photos là justement qu'on a vu un peu dans la flamèche. Oui. Où le four était... Puis encore là, la signification de rassemblement prend tout son sens. Là, on veut vraiment créer des activités autour de ce four-là et même organiser je ne sais pas si je peux utiliser le terme, des cuites familiales ou semi-sociales. Oui. C'est le but, hein, comme même quand Gérald Larose est venu donner sa formation, c'était aussi d'apporter le côté très communautaire et rassembleur d'un four à pain, où les gens peuvent venir avec des activités, faire effectivement des activités de cuisson, puis associé au café culturel à côté, et créer des événements, et puis que les gens puissent se rassembler autour et toujours sous cet aspect alimentaire, hein, on le voit, hein, c'est toujours la base, on aura toujours besoin de manger, et si on arrive à créer nos projets, on s'en va vraiment, je pense, dans un côté... Puis le four à pain, ça s'accorde bien avec le moulin qui a été inauguré quelques temps auparavant. Effectivement. Pour faire une suite logique. Hein. C'est tous des projets, effectivement. On fait notre pâte, on envoie ça dans le four. Ouais. Donc quand on essaie d'imaginer la finalité de ces projets, c'est sûr qu'on approche une sorte de vision idéale, mais un village, une certaine autosuffisance alimentaire, un groupe de gens qui a l'habitude de se rassembler, de prendre des décisions, de ne pas forcément attendre que tout vienne d'en haut. Et puis, donc, ce qui fait qu'en allant de l'avant comme ça donne un côté, je trouve, assez riche. Dès qu'on devient participatif, et c'est là que le mot prend tout son sens, c'est que ça demande à ce que la population... soit proactive. Voilà, on sort un peu d'un monde un peu plus individualiste et on retourne à s'impliquer plus pour que justement ce soit durable. Voilà. Bien, un beau message à retenir de la part pour toute la population. C'est un exemple à suivre tant qu'à moi. Et puis en ce qui concerne le four à pain, est-ce que tu peux me donner une date d'opération? Est-ce que ça va être en opération bientôt? On avait prévu pour le temps des fêtes, je crois. Hein? Oui, je pense. Là, je n'ai pas de détails effectivement au niveau d'une date, mais je sais que le four est en train il y a un feu. Pour ceux qui passent devant, il y a de la fumée qui sort presque tous les jours. Il y a un feu c'est progressif. Avant de faire un gros feu, il faut qu'on habitue la matière à pouvoir travailler avec la chaleur. Et donc, c'est au moins une dizaine de jours où on entretient un feu. Oui, et progressif, on le fait de plus en plus gros. Okay. Donc, voilà. Donc, à partir de là... Il va y avoir, peut-être on en parlera, il va y avoir bientôt peut-être le marché de Noël à Val d'Espoir. Oui. C'est possibilité qu'il y ait quelque chose avec ça. Sinon, ça va peut-être d'ici ce printemps, de toute façon, il va y avoir forcément un événement associé à ça. On suit ce dossier-là de près. Bien, Marc, je te remercie beaucoup pour ta revue de presse encore une fois cette semaine. Merci à vous. Et au plaisir de se voir la semaine prochaine. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Vendredi dernier, le 2 novembre, à l'OTJ de Sainte-Thérèse de Gaspé, M. Jean-Luc Bugeaud lançait son premier album, Moi puis mon chum, à l'OTJ de Sainte-Thérèse. Et on peut dire que ça a été un rendez-vous vraiment tout un succès sur toute la ligne. 300 personnes se sont déplacées pour l'événement. C'était une superbe, de belle soirée. Et justement, la télévision communautaire était sur les lieux. Et je vous invite à regarder l'entrevue que j'ai réalisée avec M. Jean-Luc Bugeaud. Donc, Jean-Luc, lancement, premier album, on peut dire que c'est mission accomplie. Je pense que c'est une grande réussite. Hein. Écoute, c'est merveilleux. Moi, je ne peux pas demander mieux. Je suis vraiment, vraiment ému de toute cette belle soirée.
de la présence du monde qui sont venus ici ce soir. Je peux pas demander mieux, c'est l'amour, hein? C'est l'amour du public, je pense. C'est le fun de recevoir ça. Les gens étaient au rendez-vous, mais en ce qui concerne l'album en tant que tel, tu t'es vraiment bien entouré. Oui, bien écoute, je le sais qu'on avait un bon produit avec le studio de la vieille usine. On a travaillé là-dessus l'hiver passé, puis ça a été vraiment un bel enregistrement. On a eu du fun à le faire. J'ai eu des bons conseils. J'ai pas fait ça tout seul. Les conseils des musiciens, Martin qui était là, qui a travaillé fort sur l'album. Les participations de Gaétan Essiam à la guitare électrique, Simon Poirier aussi avec les voix, les guitares. Emmanuel Castillo qui a participé aussi avec le violon et François-Pierre Poirier avait sur le piano. Écoute, je suis entouré de professionnels, c'est merveilleux. C'est un album qui parle un peu de ta vie personnelle. Tu fais référence à ton père, à tes amis, à tes chums, à des expériences de vie. C'est un album qui te ressemble beaucoup. Oui, je pense que oui. Puis en même temps, mais quand je compose ces chansons-là, je me dis que tout le monde a vécu ces histoires-là, qui sont à peu près dans mon âge. Ça fait toujours référence aux autres aussi. Je pense que le monde peut se reconnaître dans mes chansons. C'est ça que j'essaie de faire aussi. J'écris des chansons des fois qui est mon histoire, mais que le monde se reconnaisse dedans, puis c'est bien le fun. Étant donné la réception que les gens ont eue pour ton album ce soir, j'imagine que l'aventure fait juste commencer. En tout cas, j'espère que oui. J'ai bien l'intention de continuer. Puis l'important là-dedans, c'est de m'entourer d'autres mondes aussi, parce que je suis pas tout seul à composer des chansons. J'aime bien recevoir des textes. Tout le monde a des belles idées. On n'a pas besoin d'être un vrai auteur, compositeur, interprète. On peut être un auteur. On peut composer des chansons, mais on ne sait pas les chanter. Alors moi, j'en profite pour lancer l'invitation. Si quelqu'un a écrit une chanson puis aimerait que je fasse de quoi avec, moi, je suis ouvert à ça. J'aimerais bien ça. On étudie les textes, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ça peut être sur le prochain album. Une petite tournée en perspective pour la période estivale? Écoute, présentement, je suis juste au lancement. J'ai déjà des entrevues de demander dans différentes stations de radio. Ce que je vais faire après, bien, je vais commencer à distribuer mes choses puis me monter un band aussi pour pouvoir faire du spectacle. Mais en attendant, bien, je continue en solo, Jean-Luc Bugeaud solo. C'est un peu comme je fais d'habitude. Merci, Jean-Luc. Merci infiniment, Marco, d'être là. Merci. Merci tout le monde. Salut. Eh bien, mesdames, messieurs, maintenant, nous allons parler un peu d'agroforesterie à l'intérieur de la MRC du Rocher-Percé. Pour en discuter avec nous, j'ai réalisé une entrevue avec M. Bertrand Hanel, coordonnateur du laboratoire rural de la MRC du Rocher-Percé. Et tout de suite après, j'ai réalisé une entrevue avec deux propriétaires de la ferme équestre au bout du monde, ici à Grande-Rivière. Ils nous parlent de leur expérience en agroforesterie directement sur leur propre terre. Alors, on regarde ces entrevues ensemble. Donc, nous sommes présentement sur la ferme Trépanier. Peut-être nous résumer en quoi consiste le projet d'aujourd'hui? Alors, on est sur la ferme équestre du bout du monde. Et puis, aujourd'hui, on va planter des arbres et des arbustes, faire des haies mélangées qui vont venir se placer entre les différents parcs où on trouve les chevaux. Donc, l'objectif est toujours de marier l'agriculture et la foresterie, dans le fond. Oui, puis là, on voit vraiment une foresterie diversifiée, c'est-à-dire que les haies qu'on va planter, il y a plusieurs types d'essences. Il y a des arbres qui sont vraiment destinés à faire du bois de qualité. Il y a des arbres qui sont destinés à faire des fruits. Il y a des arbres qui sont destinés à faire beau. Si on va aussi planter des arbres à fleurs comme du lilas et autres. Donc on va avoir des haies qui sont à la fois productives en bois et en fruits, et esthétiques. Et elles devraient aussi avoir un impact positif sur les chevaux en les protégeant, en leur donnant un abri du soleil ou de la pluie ou du vent, et finalement faire un cadre super agréable, que ce soit pour ceux qui sont à la ferme équestre ou pour ceux qui la voient aux alentours. Donc, on constate qu'il y a plusieurs avantages à pratiquer cette démarche-là. Est-ce que, pour ceux qui ne connaissent pas le projet, parce qu'on a déjà réalisé une entrevue ensemble dans le passé, mais pour ceux qui ne connaissent pas le projet, ça fait quand même plusieurs années que le projet est en branle. Oui, ça fait depuis 2005 qu'on est au travail là-dessus. On a planté les premiers systèmes en 2006. On peut en voir à différents endroits dans la MRC du Rocher-Percé, comme par exemple le long de la route de la Montée, à côté de la ferme d'Alcide Proux. Et puis petit à petit, on a cheminé, on a affiné le choix des essences, on a tissé des liens avec les agriculteurs. Et donc aujourd'hui, c'est un plaisir d'être à la ferme équestre du bout du monde et d'avancer avec un nouveau projet. Et cette année, on a en tout 17 nouveaux projets qui se font avec soit des agriculteurs, soit des propriétaires non agriculteurs,
mais qui s'engagent à ce que leur terrain agricole garde sa vocation agricole. Donc en faisant ce mariage, oui, des arbres, mais on conserve aussi l'aspect agricole en faisant le mariage des deux pour faire un mariage heureux. Et pour pratiquer ce genre de projet, il faut quand même avoir une vision sur le long terme. Bien sûr, on plante des arbres, donc on voit ça à long terme. Vous aurez sûrement des images aujourd'hui. Ça ressemble à quelque chose aujourd'hui. Dans 5 ans, le paysage va avoir changé. Dans 15 ans, de nouveau. Intéressant, c'est de discuter du projet en se disant « Ah, ici, ça va être beau, une belle rangée d'érables ». Donc on plante des érables aujourd'hui qui ont 30 cm, un pied disons, et puis dans plusieurs années, ça va être des grands arbres et on va se promener à l'ombre pour le... Donc on va suivre le projet de près. Ah ben, vous êtes les bienvenus, si je me permets de le dire. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, ce matin, sur le site de la ferme équestre au bout du monde, une activité dite, on peut l'appeler familiale, où on pratique l'agroforesterie. Donc, ce matin, c'est un peu des enfants, des amis qui sont présents pour pratiquer ce mode d'agriculture. Oui, puis on est vraiment content de les avoir. À vrai dire, si on n'avait pas les bénévoles, je pense pas qu'on rentrait dans les délais qu'il faut pour planter tous les arbres qu'il y a plantés ici. On a été chanceux, on a été choisi par le MAPAC pour faire un projet d'agroforesterie quand même d'envergure. On plante plus d'1 millier d'arbres ici aujourd'hui et cette semaine, mais probablement que la majorité des arbres vont être plantés aujourd'hui. Puis c'est ça, là, on a nos pensionnaires qui bénéficient de nos services sont ici pour nous aider, des amis, des enfants qui suivent des cours, qui avaient le goût de nous aider. Donc on est vraiment reconnaissants là, de leur participation. Et puis, quels sont les avantages pour vous de pratiquer l'agroforesterie en tant que telle? Bien évidemment, c'est sûr qu'on est fiers de notre Gaspésie. On est revenu en région, nous autres, pour être capables de profiter de ce que nos grands-parents puis notre père nous a légué là, par rapport à la terre puis ça. Fait que quand Bertrand Hanel nous a approchés pour faire le projet d'agroforesterie, on a vu beaucoup d'avantages, dont celui d'être capable d'avoir un meilleur voisinage, là, parce qu'on veut rendre la terre belle. On veut aussi que pour le tourisme, ça donne un bon coup d'œil. Puis on n'est pas la seule ferme qui a été choisie pour ça. Il y a 6 fermes en tout, plus quelques propriétaires individuels. Mais c'est sûr que le projet, pour le coup d'œil, ça va être une bonne affaire. Pour la valeur que ça va amener à la ferme. Puis c'est sûr que dans les arbres qu'on plante aujourd'hui, il y a des arbres fruitiers. Fait qu'on veut amener aussi la communauté à être capable de bénéficier un petit peu du fait qu'ils ont une ferme dans leur village puis qu'on est ouvert à les recevoir. Puis la même chose pour les touristes. On veut faire profiter un petit peu à tout le monde là, de notre entreprise. C'est une bonne valeur ajoutée, au fond. C'est une très bonne valeur ajoutée. Puis on est vraiment contente que le MAPAC nous ait octroyé ce projet communautaire-là. Donc j'imagine que vous encouragez tous les agriculteurs de la région à participer à ce genre de projet-là? Ah, c'est officiel. Je vois pas pourquoi on s'en passerait. De toute façon... si on veut mettre un petit peu de valeur sur nos terrains, il faut à un moment donné être un petit peu visionnaire. C'est sûr que les arbres sont petits, mais dans quelques années, ça va être des grands arbres. C'est des arbres nobles que ça coûte cher normalement à avoir. Puis, mais là, étant donné qu'on est quand même tôt dans le projet, bien, dans 10 ans, dans 15 ans, ça va être un super beau... une belle place là, à présenter. Là. Et ça n'a pas été choisi n'importe comment. On a vraiment choisi des essences là, particulières pour que ça soit vraiment aux plus grands avantages de l'agriculteur en tant que tel. Oui, c'est sûr qu'il y a eu des analyses de sol qui ont été faites. On est allé regarder au fond des trous pour voir s'il n'y avait pas d'eau. Tout ça, on a fait le tour de tous nos terrains pour être capable d'avoir un taux de réussite le plus élevé possible. Puis Bertrand, puis les autres participants là, à la MRC nous ont vraiment aidés à concrétiser ce projet-là pour que, justement, on ait de la réussite puis que l'année prochaine, on ne soit pas déçus de voir nos petits arbres morts. Donc, ça va être un rendez-vous à suivre sur le long terme pour venir voir l'évolution et puis pour profiter. Là, oui. Ah oui, c'est sûr. On le fait pour nous, mais on le fait aussi pour... les gens qui nous entourent, là, on est conscient que avoir une ferme à proximité des maisons, des fois, il y a des petits désavantages, mais nous autres, on veut que notre entreprise soit acceptée aux alentours, puis on veut aussi que les gens puissent avoir un super beau panorama là, à observer. Puis, Merci beaucoup. Merci. Bien, mesdames et messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement, première capsule de la saison à l'intérieur de votre émission Reflet d'ici. Et encore une fois, cette année, nous avons le plaisir d'avoir avec nous
comme réalisatrice et co-animatrice de cette capsule, Mme Josselle Covier. Bonsoir, Josselle. Bonsoir. Bienvenue à l'émission Reflet d'ici encore une fois cette année et merci de ta présence encore une fois. Ça fait plaisir. Et j'imagine que tu nous prépares un paquet d'excellents bons sujets encore une fois cette année pour la nouvelle saison. Oui, puis c'est toujours un plaisir d'apprendre, comme je le dis tout le temps. Moi, j'apprends en faisant la recherche. Là. Souvent, des sujets que je ne connais pas du tout, donc c'est intéressant. Donc, on débute la saison cette année en discutant des compagnies et des logos. En quoi va consister la capsule d'aujourd'hui? Je t'avouerai que je ne m'en doute pas réellement. Bien, en fait, je me suis demandé, c'est qui Laura Secor, la chocolaterie qu'on connaît. Puis j'ai fait une petite recherche, parce que ça m'a amené à me demander, bien, c'est quoi telle autre compagnie, ça veut dire quoi, puis pourquoi tel logo. Donc, j'ai fait une petite compilation. Donc, je commence donc avec Laura Secor, qui est une chaîne de chocolaterie canadienne. Laura Secor, c'était une Canadienne qui a vécu lors de la guerre de 1812. C'est une guerre qui étaient les Britanniques contre les Américains. Puis, ce qui est arrivé, c'est que Laura Secor, avec son père, à un moment donné, ils sont à une réception, puis ils entendent parler d'une embuscade, que les Américains veulent faire une embuscade aux Britanniques. Le père de Laura Secor était blessé, mais c'est donc Laura Secor qui a décidé d'aller avertir les Britanniques. Elle a marché pendant 18 heures sans arrêt. Puis, effectivement, ça a fonctionné, c'est les Britanniques qui ont gagné. Donc, c'est pour ça que c'est une grande héroïne canadienne. Puis de là, ça en est venu à une chocolaterie qui n'a aucun rapport entre les deux. Ça, là. Oui. Mais c'est ça. Donc, c'est l'histoire de Laura Secor. Très intéressant. Ensuite, Tim Horton, qu'on connaît très bien. On oublie que c'est un joueur de hockey. Puis c'était un très bon joueur à part ça, entre autres des Maple Leafs de Toronto. Donc, c'est lui qui a décidé de partir cette chaîne-là avec un homme d'affaires. Donc, c'est de là qu'est venu le nom. Tim Horton, qu'on en a un maintenant à Chandler. Mais oui, c'est ça. On est gâtés. Ça tombe bien. Bon. Ensuite, mais si tu veux manger beaucoup de bain, il faut que tu joues beaucoup au hockey. Exactement, pour brûler les calories. Pas sûr que Tim Horton en mangeait beaucoup, mais... Pas certain, moi, oui. Ensuite, on a Pepsi. Le nom Pepsi, c'est dérivé de la dyspepsie, qui est des problèmes intestinaux. Parce qu'à l'origine, le Pepsi, c'était un médicament. C'était vendu comme ça pour traiter les troubles gastriques. Donc, de là est venu le nom. Et les gens voient des images, comme là, ils ont vu une publicité, justement, une garde malade et un malade, et on suggère de prendre du Pepsi. C'est assez bizarre aujourd'hui, les surréalistes, mais... Ensuite, on a Baskin-Robbins. Ça, c'est une compagnie de crème glacée qui est moins connue ici, mais c'est la plus grande chaîne au monde de crème glacée. Puis, il y a quelque chose de très intéressant avec le logo. Les gens vont voir le logo à l'écran. Puis, dans le nom, si on voit à gauche, le 31 est visible dans le B et le R, en rose. Donc, j'ai vu cette marque-là des dizaines de fois. Je n'ai jamais remarqué qu'il y avait un 31 décrit là, puis c'est parce qu'il y a 31 variétés. Donc, des fois, il y a des gens, là, des graphistes qui ont vraiment des très bonnes idées. Le logo t'a mis à penser. Ensuite, Toblerone, qui est du chocolat suisse très connu. Donc, les petits pics, ça représente les montagnes. Moi, je pensais que c'était juste parce que c'était plus facile à casser, là. Ça représente la région montagneuse. Puis, c'est un chocolat qui a été inventé à Berne, en Suisse. Puis, ce qui représente Berne, c'est un ours. J'ai jamais remarqué ça, mais si vous voyez bien le logo à l'écran, il y a un ours, une silhouette d'ours dans la montagne. Il y a un deuxième logo où on voit mieux, là, les traits ont été tracés. Donc, la prochaine fois que vous mangez le chocolat, vous remarquerez. Ensuite, Apple. D'où vient le nom? Steve Jobs aimait beaucoup manger des pommes. Puis, à un moment donné, il fallait qu'il trouve un nom pour sa compagnie. Puis, il a demandé à ses collègues, puis ça brettait, il ne trouvait rien. Puis là, il a menacé ses collègues. Si vous ne trouvez rien, je vais donner le nom de pomme. Puis finalement, c'est comme ça qu'est né le nom Et quel empire c'est devenu aujourd'hui? De l'entreprise. Puis les gens vont voir à l'écran un ancêtre de l'ordinateur Apple, je pense que c'est de 1976. Donc, ça a beaucoup changé. Ensuite, Google, qui est le moteur de recherche qu'on connaît bien. Ça vient d'où le nom? C'est que les gens qui ont créé ça, on faisait des plaisanteries sur le fait que Google, ça serait tellement bon qu'il allait trouver des tonnes et des tonnes d'informations. Puis il y a un nombre qu'on appelle Google. Les gens vont voir à l'écran, c'est un 1 suivi de 100 zéros. Donc c'est un nombre immense. Puis eux, ils ont décidé d'appeler ça comme ça Google.
Pourquoi c'est devenu Google? C'est que l'homme d'affaires qui leur a donné de l'argent, lorsqu'il a fait le chèque, il a fait une erreur dans le nom, comme ça arrive souvent, donc c'est devenu Google. Mais à la base, ça représente un chiffre astronomique. Ensuite, on a Adidas. Le nom Adidas, c'est que le fondateur s'appelait Adolf Adi Dassler. Pourquoi on n'a pas appelé ça des Adolphe? C'est que c'était en 1920, puis le nom Adolphe n'était pas très populaire avec Adolf Hitler. Ouais. Ensuite, on va rester dans les souliers. On a Nike, qu'on appelle aussi Nike. C'était nommé pour la déesse grecque de la victoire. Les gens vont voir une image d'une pièce de monnaie. Ensuite, on va aller avec une autre marque de chaussures très populaire, les Reebok. C'est quoi des Reebok? C'est une orthographe différente de Reebok, qui est une antilope africaine. Donc, l'image a été choisie, les antilopes courent rapidement. Ensuite, on a les Lego. Qui n'a pas marché sur un Lego en pleine nuit si vous avez des enfants? Donc, Lego en danois, ça veut dire leg gott, qui veut dire joue bien. Et en même temps, ça veut dire en latin mettre ensemble. Donc, ceux qui ont eu l'idée d'appeler ça comme ça, ils ont fait un 2 en 1, vraiment un coup de génie. Puis tu voyais mon sourire pendant que tu commençais à discuter, c'est parce que je pense à mon garçon, quand il était un peu plus jeune, je lui achetais des nouveaux sneakers, des nouveaux souliers. Puis il arrivait des fois, il partait à courir, il débarquait de l'auto, il partait à courir, puis il revenait, puis il disait, en tout cas, papa, là, il court vite, ces souliers-là. Je cours plus vite avec ces souliers-là, puis je peux pas m'empêcher de penser à ça quand tu me parlais de l'époque. Les paroles d'enfant, Ensuite, on a le constructeur automobile Hyundai. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du coréen qui veut dire le temps présent. Comme autre constructeur automobile, on a Subaru. Subaru, j'ai jamais remarqué, mais c'est du japonais qui veut dire constellation du taureau, les constellations d'étoiles. Puis vous allez voir le logo, puis la constellation d'étoiles est dans le logo. Les fameuses petites étoiles, oui. C'est ça. Ah ben. Je lisais tout ça, moi, puis je me disais, ah, mon Dieu, c'est vrai, c'est vrai. Je me disais, mon Dieu, j'en remarque rien. Ensuite, on a BMW, donc, qui veut dire Manufacture bavaroise de moteurs, en français. Puis, si vous regardez bien le logo, il y a une hélice d'avion en mouvement, puis le bleu représente le ciel. Pourquoi? C'est qu'à la Deuxième Guerre mondiale, BMW construisait des moteurs pour les avions allemands. Donc, c'est venu de là le logo. Ensuite, on a FedEx, qui est une compagnie populaire pour envoyer des lettres, des colis, de la marchandise. Vous allez voir le logo à l'écran. Si vous regardez bien, entre le E et le X orange, on voit une flèche blanche apparaître. Ça aussi, je ne sais pas combien de fois j'ai eu le logo dans la face, puis je n'ai jamais remarqué ça. On continue avec les logos, les Whalers de Hartford, une équipe de la Ligue nationale qui n'existe plus. Je n'ai jamais porté attention au logo. Vous allez le voir à l'écran. Donc, on voit le bleu qui représente une queue de baleine. On voit le vert qui représente le W de Whalers, qui veut dire baleinier en français, les chasseurs de baleines. Puis, regardez bien le logo. Entre le bleu et le vert, vous allez voir un H blanc que je n'ai jamais remarqué et qui veut dire Hartford. Donc, c'est intéressant de voir les petits détails que les graphistes font qu'on ne remarque pas au premier coup d'œil. Puis parfois, la signification de logo prend tout son sens lorsqu'on réussit à le décortiquer comme ça. Mais on voit qu'il y a eu une recherche avant d'en arriver au produit final. Ben oui, des fois... Souvent, au premier coup d'œil, ça a l'air de rien, mais il y a tout un message derrière et on le constate, là. C'est ça, il y a beaucoup de recherches, comme tu dis, qui est fait dans ce domaine-là. C'est des génies. C'est des génies, puis souvent, des fois, je vois des logos, je me dis, mon Dieu, c'est des grosses compagnies, tu dis, mon Dieu, ils ont payé je ne sais pas combien pour ça. Puis là, après ça, tu finis, OK, ça voulait dire ça. Oui. Puis le dernier, finalement, c'est Nintendo, qui est très connu. C'est du japonais. Et qu'est-ce que ça veut dire, Nintendo? Le paradis attend ceux qui travaillent dur. Ce qui est assez ironique pour un jeu vidéo, on dit oh, les gens qui jouent à des jeux vidéo perdent leur temps. Donc, c'est ça, c'est que le paradis vous attend quand vous travaillez dur. Ben voilà une capsule divertissement qui nous a beaucoup instruits. Et je vous dirais que là-dessus, je vais revenir dans une émission future pour vous donner la signification du logo de TVCGR.
Qui a le slogan « Notre monde, notre télé », mais ça a été recherché. Il y a beaucoup... le logo a l'air de rien lorsqu'on le regarde, mais tout est relié. Les couleurs ont une signification et ça parle du monde des communications en tant que tel. Malheureusement, je ne l'ai pas en mémoire, en tête, pour pouvoir vous l'expliquer ni pouvoir le représenter, mais je vais revenir là-dessus pour que les gens comprennent bien la signification de notre logo, un nouveau logo qu'on a adopté depuis 2004 déjà. Très intéressant parce que je vais sûrement revenir avec d'autres compagnies entre-temps. Oui. Puis ça serait très intéressant parce que je ne connais pas la signification du logo. Puis j'ai une capsule comme tu viens de nous préparer là, ça nous donne le goût de jeter un coup d'œil à ce qui nous entoure et de peut-être essayer de découvrir de nouvelles choses. Exactement. Donc effectivement, je crois qu'il y a matière à en faire un autre sans aucun problème. Merci beaucoup pour cette première capsule divertissement de l'automne 2012 et au plaisir de se voir la semaine prochaine. Avec plaisir. Avec plaisir. Bien, mesdames, messieurs, c'est ce qui va conclure votre émission Reflet d'ici pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et on se laisse sur des images du lancement du premier album de Jean-Luc Bugeaud à l'OTJ de Sainte-Thérèse de Gaspé. Et surtout, n'oubliez pas de jouer à notre bingo tous les dimanches midi 30. C'est grâce à vous que nous avons la capacité de réaliser des excellentes émissions comme celles que vous voyez diffusées sur votre canal communautaire. Alors, c'est un rendez-vous tous les dimanches midi 30 pour jouer au bingo de votre télévision communautaire. Là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine. Deuxièmement, j'aimerais ça vous remercier personnellement, tous et chacun, d'être là en si grand nombre ce soir. C'est merveilleux de voir un tas de monde comme ça qui répondent à l'invitation. Merci infiniment. Toutes mes tantes, mes cousins, mes cousines, mes amis, la parenté, le monde qui viennent d'un petit peu partout. On a de la visite, j'ai de la grande surprise qui viennent de Montréal. Ma nièce Suzy qui fait plusieurs années, 10, 12, 13 ans que j'ai pas vu. Ouf, c'est le fun de voir ça. Sébastien, toute la gang, merci d'être là, merci infiniment d'être venu ce soir. J'ai deux autres personnes à remettre. Plus que deux personnes, oui. En premier lieu, je remercie un partenaire financier du monde de cœur que j'appelle, qui ont une grande entreprise ici à Grande-Rivière et qui donne de l'ouvrage à plein de monde dans cette minute. Des gens de cœur qui s'appellent Jean-Louis Mauger et Suzy Baudin. Une bonne main d'applaudissement pour eux autres, s'il vous plaît. L'équipe de Mauger Fort de Grande-Rivière, les partenaires financiers de mon CD, merci infiniment. Du monde humain, quand tu vas les voir, ils ont toujours le cœur ouvert grand comme ça. Merci encore une fois. Les gens de Matériaux 3C, Limité de Grande-Rivière, BMR, Michel, Loïc et Pascal Covier, eux aussi qui sont des partenaires financiers de l'album, qui ont accepté de participer financièrement pour la production de l'album. Merci infiniment à l'équipe de BMR de Grande-Rivière. Merci. Je vais les nommer aussi, ils ne sont pas par ici. Couvreur Blanchard et Fils de Montréal, un de mes grands amis, qui a participé aussi à l'album. Et mon frère Jack, qui est sûrement dans le salon en train de penser qu'il aurait dû être ici, mais dans le fond, on va y envoyer une vidéo, puis il va être content, mais qu'il voit ça, il va broyer tout seul. Bon, ben merci à tout le monde, merci à ces gars-là, c'est le fun. Puis ça me fait plaisir de vous présenter l'album ce soir avec une certaine émotion, c'est le fun. Je suis habitué à faire du spectacle, je suis habitué à aller un petit peu partout. Comme on dirait, j'ai fait toutes sortes de choses, des parties, des parties de Noël, des parties de mariage, de toutes les sortes, des terrasses en compagnie de mes comparses en arrière. Bien, merci. Je suis accompagné ce soir, mes amis, par des super de bons guys qui ont participé à l'album. Simon Poirier, Martin Hogan et Gaétan Essiam, tous de la vieille usine où l'album a été enregistré cet hiver au studio La Vieille Usine de l'Anse-à-Bois-Fils. Sans plus tarder, la première chanson apporte le titre de l'album qui s'appelle Moi et mon chum, chanson que j'ai composée sur Moi et mon chum, bien sûr, mon chum Edgar, mon neveu, avec qui j'ai fait de la musique pendant une bonne douzaine d'années en duo, lors du duo Bugeaud. Et ça raconte un peu notre histoire, comment est-ce qu'on a décollé, comment est-ce que ça se poursuit, puis tout ça. Puis où est-ce qu'on est rendu, ben c'est le fun, c'est grâce à un gars comme ça qu'on est encore dans l'esprit de la musique. Bonne écoute tout le monde, bonne soirée, puis on y va avec Moi et mon chum.
passer d'un côte